Bienvenue sur les sables du temps. Aujourd'hui, nous remontons le fil de l'histoire pour rencontrer un homme qui a défié la haine, sans jamais céder à la violence. Un rêveur, un stratège, un symbole. Voici l'histoire de Martin Luther King, l'homme qui a prouvé que la paix pouvait être une arme. Le 15 janvier 1929, à Atlanta, en Géorgie, naît un enfant que rien ne semble destiné à bouleverser le monde. Il s'appelle Michael King Jr. Son père est pasteur, sa mère institutrice. Leur foyer est aimant, stable, situé dans un quartier noir relativement prospère. Pourtant, dehors, la ségrégation gouverne chaque recoin de la vie. Les bus, les écoles, les restaurants, tout est séparé. Partout, les panneaux « Whites Only » rappellent à chacun sa place. Cet enfant, qui deviendra Martin Luther King Jr., transformera l'Amérique sans armes, sans haine, et avec une foi inébranlable dans la puissance de la non-violence. Son pari, c'est que la conscience morale d'une nation peut être réveillée. En 1934, son père revient d'un voyage en Europe, marqué par la figure du réformateur Martin Luther. À son retour, il change son propre prénom et celui de son fils. Michael devient Martin Luther King. Le jeune Martin grandit dans le quartier de Sweet Auburn. Curieux, brillant, il dévore les livres, observe le monde et comprend très tôt ce que signifie être noir dans le Sud américain. À 14 ans, il remporte un concours d'éloquence. Sur le chemin du retour, le chauffeur du bus lui ordonne de céder sa place à des passagers blancs. Martin refuse d'abord, puis obéit sur les conseils de son professeur. Ils resteront debout pendant 140 kilomètres. Cette humiliation le marquera à jamais. Il dira plus tard que c'est la colère la plus intense qu'il ait jamais ressentie. Mais cette colère ne deviendra pas de la haine. Elle se transformera en détermination. À 15 ans, il entre à l'université de Morehouse. C'est là qu'il découvre les écrits de Thoreau sur la désobéissance civile. Il comprend que la foi peut être un chemin vers la justice. Ce sera le fil rouge de toute sa vie. En 1948, Martin poursuit ses études au séminaire théologique de Crowther, en Pennsylvanie. C'est un environnement nouveau, majoritairement blanc, où il apprend à confronter ses idées, sans renoncer à ses convictions. C'est là qu'il découvre Gandhi et la philosophie du satyagraha, cette résistance non violente qui a libéré l'Inde. Quelques années plus tard, il obtient un doctorat en théologie à Boston. Il y rencontre Coretta Scott, une jeune chanteuse passionnée et engagée qui deviendra son pilier et la gardienne de son héritage. En 1954, à seulement 25 ans, il devient pasteur à Montgomery, en Alabama. Il ne le sait pas encore, mais cette ville fera de lui un symbole. Le 1er décembre 1955, une femme nommée Rosa Parks refuse de céder sa place à un passager blanc dans un bus de Montgomery. Ce simple geste va enflammer un mouvement. La communauté noire décide de dire non. On demande au jeune pasteur King de diriger le boycott des bus. Il hésite, mais finit par accepter. Pendant 381 jours, des milliers d'hommes et de femmes marchent à pied, partagent des voitures, supportent les intimidations, les arrestations et les bombes. La maison de King est attaquée, sa famille menacée. Quand une foule en colère se rassemble devant chez lui, prête à riposter, il sort sur le perron et prononce ces mots.
Nous devons aimer nos ennemis. Si je suis arrêté, souvenez-vous, Dieu est avec ce mouvement. En décembre 1956, la Cour suprême déclare la ségrégation dans les bus inconstitutionnelle. À 27 ans, Martin Luther King devient le visage d'un espoir collectif. Pour King, la non-violence n'est pas une faiblesse. C'est une arme morale, une force spirituelle. C'est une épée qui guérit, dit-il. Une arme puissante et juste, qui ennoblit celui qui la manie. Son idée est simple, mais révolutionnaire, forcer l'injustice à se révéler elle-même à travers sa propre brutalité. Les manifestants avancent sans haine, en chantant, en priant. Et quand la violence tombe sur eux, le monde entier la voit. À Birmingham, en 1963, les autorités utilisent des chiens et des lances à incendie contre des enfants. Les images choquent la planète. Arrêté, King écrit sa lettre de la prison de Birmingham. L'oppresseur n'accorde jamais la liberté de son plein gré. Il faut que l'opprimé la lui arrache. La justice, trop longtemps retardée, est une justice refusée. Le 28 août 1963, plus de 250 000 personnes se rassemblent à Washington pour la marche pour l'emploi et la liberté. Devant le Lincoln Memorial, King s'apprête à prononcer son discours. Au milieu de ses notes, une voix derrière lui, celle de la chanteuse Mahalia Jackson, crie « Parle-leur du rêve, Martin !» Alors, King s'écarte du texte. Il laisse parler son cœur. Je rêve qu'un jour, sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un État où brûlent les feux de l'injustice et de l'oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Ce moment entre dans l'histoire. En 1964, il reçoit le prix Nobel de la paix. Les lois sur les droits civiques et le droit de vote sont adoptées. Mais King ne se contente pas de ces victoires. Il élargit son combat. Il dénonce la guerre du Vietnam, les injustices économiques, la pauvreté qui touche noirs et blancs. Une nation qui dépense plus pour la défense militaire que pour des programmes sociaux s'approche de la mort spirituelle, prévient-il. Ses prises de position lui attirent des ennemis. Le FBI le surveille, le calomnie. Le mouvement des droits civiques se divise. Certains prônent la confrontation. King, lui, reste fidèle à la non-violence, même s'il doute, même s'il est fatigué. En mars 1968, il se rend à Memphis pour soutenir la grève des éboueurs noirs. Une cause simple, mais symbolique, la dignité du travail et l'égalité de tous. Le 3 avril, à l'église Mason Temple, il prononce son dernier discours. Comme tout le monde, j'aimerais vivre longtemps. Mais ce n'est plus ce qui m'inquiète. J'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y arrive pas avec vous. Mais nous, en tant que peuple, nous atteindrons la terre promise. Le lendemain, à 18h01, une balle met fin à sa vie. Des émeutes éclatent dans plus de 100 villes. Le rêveur de la non-violence tombe sous la violence. Mais son message, lui, survit. Demandez-la à nos jours,
Il continue d'inspirer ceux qui croient qu'on peut changer le monde, sans haine et sans armes, seulement avec la force de la vérité. Merci d'avoir suivi cet épisode sur les sables du temps. N'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire.